Bienvenue sur VIA. Aujourd'hui, je suis enchantée de recevoir Quentin pour un sujet qui fascine autant qu'il divise, la médiumnité, la communication avec les défunts et la voyance. Depuis des siècles, certaines personnes affirment pouvoir percevoir des informations qui échappent à nos sens habituels. Elles parlent de ressentis, de visions, de messages venus d'ailleurs ou encore de perceptions à l'avenir. Pour certains, il s'agit d'un véritable don et pour d'autres, ces phénomènes restent difficiles à expliquer, voire impossibles à croire. Plutôt que de juger ou de chercher à convaincre, nous avons choisi aujourd'hui de comprendre, grâce à Quentin, comprendre comment ces perceptions se manifestent, comment elles sont vécues au quotidien, quelles sont leurs limites, mais aussi ce qui pousse des milliers de personnes à consulter des médiums chaque année. Que vous soyez convaincus, sceptiques ou simplement curieux, je vous invite à garder à l'esprit, l'esprit ouvert, et à vous faire votre propre opinion. Quentin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi je m'appelle Antoine Ange sur les réseaux, mais mon vrai prénom c'est Quentin. Et depuis 2 ans et demi, presque 3, je suis à mon compte dans la médiumnité, la voyance. Et ça a commencé à partir de l'âge de 13 ans où j'ai commencé à percevoir des choses. Et donc je perçois des défunts et j'ai souvent des flashs, des choses comme ça. Et je propose des consultations en privé. Donc la plupart du temps, c'est en visio, sur Instagram ou WhatsApp. Et je peux aussi en physique, mais c'est plus rare. Alors toi, tu me disais que ta grand-mère, à l'époque, avait les mêmes capacités que toi, avec un niveau différent. Et que donc, toi, ça s'est manifesté à l'âge de 3 ans. Comment ça s'est matérialisé ? Comment à 3 ans, on sait que À l'âge c'est... de 13 ans. Ah, de 13 ans, pardon. Et alors, comment ça se manifestait ? Alors, en fait, à l'âge de 13 ans, j'étais au collège, donc j'ai eu beaucoup d'harcèlement. Et sur cette période-là, en fait, je me suis renfermé beaucoup sur moi-même. Et j'ai commencé à, je pense, me mettre en une sorte d'hypervigilance. C'est-à-dire que j'avais peur de souvent me faire harceler par d'autres personnes. Et j'arrivais souvent avec la boule au ventre ou des choses comme ça, que ce soit au collège ou etc. Et j'ai du coup, pendant cette période-là, je me suis beaucoup réintériorisé. Et quand je me suis réintériorisé, en fait, j'ai commencé à avoir des flashs, des rêves prémonitoires. Et petit à petit, en fait, j'ai eu des communications avec des défunts, des choses de cet ordre-là. C'est venu vraiment petit à petit, en fait. C'est pas arrivé tout d'un coup où j'ai entendu une voix ou que j'ai vu un défunt. C'est vraiment arrivé petit à petit avec les épreuves de vie. Et ta grand-mère, elle t'en avait déjà parlé, elle, de ce qu'elle vivait ou pas ? Oui, elle en avait déjà parlé. Alors, elle enlève plus le feu, fait du magnétisme, etc. Tout le côté de la médiumnité, elle a un petit peu rejeté sur une certaine période parce qu'elle voyait beaucoup de choses qui lui faisaient peur. Elle pouvait voir des décès pour des gens de proches. Elle voit toujours, d'ailleurs. Elle rêve à un lit et, par exemple, dans les 3 jours qui arrivent, souvent, elle apprend un décès. Mais oui, elle m'en parlait, mais on n'était pas rentré à fond dans le sujet puisque j'étais encore jeune et que on évite de parler trop de ces choses-là aux gens qui sont un petit peu plus jeunes ou du moins à des mineurs parce que ça reste toujours un peu particulier, ça peut perturber et c'est quelque chose où je pense qu'elle m'a vraiment laissé le temps de découvrir tout ça en fait. Et est-ce que tu te souviens de ton premier flash ou du premier événement que tu as ressenti ? Alors le tout premier... non, je m'en rappelle pas vraiment puisque en fait en parlant avec des gens, j'avais déjà ces choses-là qui venaient, sauf que je n'en avais pas pris conscience en fait. Quand je parlais à quelqu'un, par exemple, je pouvais voir par exemple la couleur de sa cuisine ou la couleur de son salon, ma pensée se retrouvait projetée dans une pièce par exemple chez elle et j'en avais pas conscience en fait. C'est comme si ça passait à travers mes pensées en fait au début beaucoup. Et après, c'est venu, c'est quand j'en ai pris conscience que, par exemple, je parlais à quelqu'un et que je lui disais « Mais toi, t'as pas, par exemple, t'as ça de cette couleur, t'as ça de cette couleur chez toi, ou tu fais ça, ou tu pratiques ça comme activité, alors que je connaissais pas du tout la personne. » C'est comme ça, en fait, que petit à petit, je m'en suis rendu compte, quoi. Oui, que tout le monde n'avait pas Ouais. ces capacités. Et alors, comment est-ce que ton entourage l'a pris ? À partir de quand tu leur en as parlé ? Alors, je leur en ai parlé
C'est venu assez naturellement. J'en ai d'abord parlé à ma grand-mère, qui elle était ouverte, je savais un petit peu là-dessus. Je lui ai demandé, je lui ai dit, je crois que mamie, en fait, j'ai la même chose que toi. Et en fait, ça l'a pas plus étonné que ça. Et tout simplement, après, tout simplement, j'en ai pas parlé ouvertement en disant, voilà, je vois ça ou je fais ça. Ça a été vraiment assez naturellement au fur et à mesure du temps où ils ont plus entendu plutôt les retours des gens qui étaient autour de moi, où ils disaient, voilà, Quentin m'a dit ça, et ça arrivait, ou ça, ou ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils l'ont appris, en fait, petit à petit. On n'a jamais vraiment discuté ou mis un cadre là-dessus particulier, en fait. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ou vu des choses qui t'ont fait peur? Est-ce que tu t'es déjà dit que finalement, voilà, est-ce que finalement c'était un don ou une tare d'avoir ces capacités-là, puisque finalement je suis au courant de choses qui risquent d'arriver à mes proches en Mhm. amont, et est-ce que j'ai Mhm. vraiment envie de savoir ça? Alors oui, plusieurs fois et surtout au début. Au début, en fait, je voyais pas forcément l'avenir, mais je voyais surtout les blessures des gens. C'est-à-dire que les gens qui avaient fait des tentatives ou qui avaient subi des abus, des choses comme ça, tout de suite, je pouvais voir ce genre de scène-là quand j'avais quelqu'un en face de moi. Et ça, c'est vrai que je comprenais pas en fait pourquoi je voyais ces choses-là, qu'est-ce que ça allait m'apporter. Et c'est plus tard où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était comme des blocages, des blessures, des choses de cet ordre-là, que, euh, que en fait, je voyais ces choses-là pour aider la personne à surmonter cette blessure ou ce blocage qu'il n'avait pas encore pris conscience ou qu'il avait inconsciemment complètement mis de côté en fait. Donc toi, c'est systématique, quand tu rencontres quelqu'un, tu ressens des choses, et du coup, j'imagine que ça doit être hyper énergivore. Oui, c'est hyper énergivore, c'est surtout quand il y a beaucoup de monde en fait. Parce que ça va être un petit peu tout mélangé, les énergies un petit peu de tout le monde, et ça va être compliqué un petit peu de, de se couper. Ça absorbe quoi, c'est vraiment, ça fatigue en fait, hein, souvent. Toi, ça se matérialise comment quand tu ressens quelque chose? Et est-ce que ce don dont tu as hérité, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut aussi, enfin, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont et qui veulent pas l'utiliser. Enfin, comment ça se Oui, passe? tout à fait. En fait, c'est un petit peu comme je dis, comme on fait la cuisine ou qu'on fait une passion ou un loisir. Plus on va le travailler, plus ça va s'affiner. On a tous une certaine intuition. Plus cette intuition, on va la travailler, plus ça va développer un petit peu ce côté médiumnique, on va dire. Et alors, il y en a, ils ont ça inné, ils vont savoir, c'est comme par exemple Mozart qui va savoir faire de la musique, dès le début, ça va être très pratique et facile pour lui, il va faire ça comme un jeu d'enfant. Et d'autres, ça va mettre plus de temps, ils vont devoir plus le travailler, ça va être, peut-être que ça va se déclencher aussi plus sur le tard, ça dépend vraiment de chaque personne. Et bien évidemment que ça se travaille, je le vois bien, il y a une marche quand même de progression. Il y a des gens, ils ont des capacités, ils n'en ont même pas conscience aussi, certains. Parce que dès petits, en fait, on nous apprend à marcher, on nous apprend à lire, on nous apprend à compter, mais on nous apprend pas forcément à se servir de notre intuition ou de nos sens, en fait. Et alors, est-ce que toi, tu as eu envie à une époque de rejeter ça? Est-ce que du coup, tu te sentais différent? Est-ce que c'était compliqué du coup pour toi de t'intégrer, d'avoir des amis? Est-ce qu'aujourd'hui, tes amis sont au courant de tout ça? Comment ça se passe? Oui, alors aujourd'hui, la plupart, en tout cas mes amis proches sont au courant de tout ça, mais c'est vrai qu'au début, tout ce qui était au collège, au lycée, c'est des choses que j'ai pas forcément parlé. Parce que je voulais pas que voilà, je voulais pas que ça se sache, je voulais le garder pour moi en fait. D'ailleurs, j'avais commencé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, voilà, j'en fais toujours des lives d'ailleurs où voilà, je pouvais en fait me libérer en disant ce que je voyais sur ces lives-là. Mais dès que j'arrivais au collège ou au lycée, non, j'en parlais pas parce que sinon ça aurait été l'émeute. J'en ai parlé vraiment qu'à la fin de mon BTS. Et voilà, et j'ai vu que j'ai bien fait parce que du coup, après, tout le monde venait pour demander des informations ou des choses. Et c'est vrai que c'est ça. Je pense qu'il faut que chaque chose soit à sa place et il y a un temps pour tout. L'école, le lycée, c'est pour l'école, le lycée. Et après, le côté un petit peu, les capacités, etc., voilà, c'est pour un autre moment, quoi. Est-ce que toi, du fait d'avoir ce don, est-ce que tu trouves que c'est par exemple utile pour l'autre? Parce que là, il y a cette notion, moi, que je voudrais évoquer avec toi, c'est la notion du libre arbitre. Si les choses sont déjà définies pour nous,
Est-ce qu'on a réellement un libre arbitre et est-ce que ce que tu divulgues comme information peut être utile, c'est-à-dire quelqu'un qui, tu sens par exemple, va contracter ou est malade, enfin avoir un cancer, le fait de lui dire par exemple va lui permettre d'anticiper et d'aller consulter et peut-être de s'y prendre à temps pour pallier à sa maladie. Mais est-ce que la plupart du temps, tu dirais que c'est bénéfique pour l'être humain ou finalement c'est trop tard dans tous les cas? Je pense vraiment que ça dépend de chaque prédiction. Parce qu'il y a des prédictions où, comme tu dis, il y a des choses qu'on va pouvoir éviter. Et il y a des choses où on ne va pas du tout pouvoir éviter. Par exemple, les décès, c'est des choses que, pour moi, on ne peut pas éviter. C'est quelque chose qui est déjà inscrit de notre naissance jusqu'à notre fin de vie. C'est inscrit dans notre parcours de vie. Mais par contre, il y a des choses comme des accidents de voiture, ou alors des problèmes dans le travail. Il y a des choses qu'on peut contourner ou du moins préparer les gens à que la chute ou que ça soit moins compliqué à accepter ou des fois à contourner. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un licenciement, ça va être plus facile pour lui de lui dire en amont pour qu'il puisse se préparer et qu'il puisse envisager par exemple de se projeter dans un autre travail ou commencer déjà à faire des démarches pour aller ailleurs. Et j'imagine que cette partie, alors tu me diras pourquoi les gens viennent te consulter principalement, mais la partie où on peut parler aux défunts, j'imagine, est hyper bénéfique pour les familles, puisque souvent, on n'a pas trop le temps de dire au revoir ou comme on le voudrait aux personnes qui nous quittent. J'imagine que ça, c'est plutôt salvateur pour les survivants, non? Ah oui, ça c'est surtout, moi je dis toujours, le deuil, on le fait jamais vraiment. Et ça aide vraiment à passer cette étape de la mort de notre proche, en fait. Ça aide à savoir qu'il y a quelque chose de l'autre côté et surtout à se dire que voilà, c'est pas une finalité, une fin en soi et qu'on les retrouvera de l'autre côté, quoi qu'il arrive, quoi. Et toi, tes consultants, ils viennent te voir, ou ils te sollicitent principalement pour quel motif? Il y a un petit peu de tout. Alors c'est vrai que les gens sont très stressés en ce moment par leur avenir avec ce qui se passe mondialement ou à tout niveau professionnel, sentimentalement aussi énormément. Les gens sont très préoccupés par ça. Donc ça va être beaucoup la voyance et beaucoup les contacts défunts aussi quand c'est des gens par exemple où il y a des familles, où il y a beaucoup de secrets de famille, des choses comme ça qu'ils savent pas, ou alors qu'ils connaissent pas leurs parents aussi, et qui savent qu'il est décédé mais qu'ils l'ont jamais connu. Des fois ils ont besoin aussi de ce contact pour fermer un chapitre ou une histoire ou quelque chose où ils auraient pas eu de réponse par rapport à ça, quoi. Est-ce que toi, lorsque tu ressens quelque chose par rapport à une personne, tu divulgues toutes les infos que tu as ou alors tu fais exprès d'en garder pour toi parce que tu te dis qu'il n'y aura pas forcément d'intérêt positif pour la personne? Oui, il y a des fois où clairement je garde pour moi parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Quand c'est des choses qui peuvent mettre mal la personne, ça n'a pas d'intérêt parce que le but, que ce soit d'une voyance ou d'un contact défunt, c'est pas que la personne elle sorte et qu'elle soit mal. C'est vraiment qu'elle soit après libérée et qu'elle soit justement, qu'elle sache un petit peu plus où elle va et qu'elle arrive à prendre ses décisions aussi par soi-même parce qu'on a des réponses mais on n'a pas non plus toutes les réponses. Est-ce que le fait d'avoir ces dons-là de voyance, etc., de prémonition, est-ce que toi, tu sais aussi, tu connais aussi ton avenir ou pas? Est-ce que ça marche aussi pour toi-même? Alors oui, mais alors pour le coup, moi j'aime pas du tout regarder pour moi-même. J'aime bien vivre le jour. Et voilà, je regarde pas pour moi. Je peux regarder certaines choses dans les cartes, mais ça va être aussi je vais être beaucoup moins objectif pour moi-même. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que on a toujours ce mental qui va interférer un petit peu dans ce qu'on ressent, ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et du coup, des fois, oui, quand c'est pour regarder 2-3 petits trucs, avoir une réponse qui me perturbe un peu, je vais regarder un petit peu dans les cartes. Mais c'est pas quelque chose d'habituel et c'est pas quelque chose où j'en ressens le besoin en tout cas. Est-ce que c'est difficile d'avoir des relations sentimentales avec des personnes quand on a quand on est médium ou pas? Oui, parce qu'on voit tout, une tromperie, on va le voir. Tu m'as trompé. Voilà, une tromperie, on va le voir,
s'il y a quelque chose qu'on nous cache, on va le sentir. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça qui vont être un petit peu, des fois compliqués à comprendre. Et pareil, en fait, le truc avec ces capacités-là, c'est que si on nous ment, on va le savoir et ça peut nous mettre des fois dans des colères qui sont pas forcément justifiées, ça dépend des fois, mais ça peut nous mettre dans des colères ou des émotions un petit peu plus fortes que quelqu'un de normal, quoi. Ouais, que Ouais. l'autre ne puisse pas comprendre, ouais. Ah, Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être en échec lors d'une consultation? Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, quelque chose où je vais avoir du mal à canaliser la personne, c'est-à-dire à être vraiment sur son énergie, parce que des fois, il y a des gens qui sont très protégés, il y a des gens qui ont aussi peur. Du coup, la fait d'avoir peur, le fait d'avoir, ils se mettent des barrières. Mais voilà, je mets tout de suite la personne dans un climat de confiance, deux, trois petites vannes et puis voilà, et en principe ça se décoince. Ou alors voilà, je reprogramme un rendez-vous par la suite pour voilà, si la personne le souhaite, je reprogramme un rendez-vous afin voilà, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui vient, en tout cas. Est-ce que toi, tu as des anecdotes de consultations étonnantes ou à raconter des choses un petit peu loufoques ou qui se seraient passées? Oui, alors beaucoup, alors en live, ouais, j'ai quelques anecdotes. Des fois, je vais chez enfin, par exemple, ils vont me poser une question en live de voyance. Et une fois, une dame, comme ça, me pose une question. Et en fait, mon esprit va être dirigé dans sa table de nuit. Et j'ai pu voir, en fait, tout ce qu'il y avait dans sa table de nuit, décrire l'objet, la couleur, etc. Ça peut être des petites anecdotes comme ça. Ou alors après, il y a des choses qui sont beaucoup plus... J'imagine que c'était un livre dont tu parles dans sa boîte de nuit. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, il y a des petites anecdotes comme ça. Ou alors, il y a des choses aussi qui sont plus compliquées, malheureusement. Une fois, j'ai eu une dame pareille... en live qui était venue pour me poser une question lambda et en fait j'ai été complètement coupé où j'ai entendu que ça me parlait de son frère, je l'ai vu sur une moto, je lui ai demandé si il avait une moto, elle me dit oui et en fait j'ai vu dans ce flash là que la moto elle allait se prendre une rambarde d'autoroute et en fait malheureusement je lui ai dit parce que je pouvais pas faire autrement et qu'on m'obligeait aussi de l'autre côté à lui dire. Donc je lui ai dit et en fait une semaine après cette personne a eu un accident sur l'autoroute avec sa moto et est partie malheureusement de ça en fait. Ah waouh! Mais elle lui avait transmis l'info ou pas? Je sais pas. Elle Ouais. m'a juste dit après qu'elle m'a fait le retour, elle m'a dit voilà qu'effectivement il avait eu un accident, que malheureusement il était décédé. Mais elle m'a pas dit plus que ça et j'ai pas voulu non plus voilà, aller plus là-dedans. Je me suis dit c'est assez dur, assez compliqué déjà comme information. Bah, est-ce que normalement, si tu transmets cette information et que si ça semble important de le dire, c'est pour pouvoir le contrer, mais est-ce qu'on est en mesure de pouvoir le faire ou de toute façon l'avenir est tel qu'il est écrit? Ça dépend. Il y a des accidents qui sont notés dans le chemin de vie, où là, quoi que tu fasses, si par exemple c'était avec cet accident-là, comme ce monsieur qui devait partir, dans tous les cas, ça tu ne peux pas l'éviter. Par contre, si c'est des accidents qui sont pas forcément mortels, là oui, il y a moyen des fois de contourner la chose un petit peu. Oui. Et donc, tu as ces anecdotes-là avec ces personnes. Mais est-ce que tu peux parler, toi? Parce que moi, je me dis la chose suivante. Si j'étais médium, j'aimerais tellement pouvoir communiquer avec des personnalités mortes, enfin décédées, mais je sais pas moi, Jésus, pour savoir s'il a existé, ou tout un tas d'autres types de personnes. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible de rentrer en communication avec des personnalités publiques. Maintenant, si le défunt n'a rien à dire, c'est-à-dire que si par exemple, imaginons, allez, on va prendre un exemple, Johnny Hallyday par exemple, si je souhaitais rentrer en contact avec lui, il faudrait quand même que, pour qu'il y ait de réelles informations qui soient intéressantes et probantes, il faudrait quand même que j'ai un membre de sa famille en face de moi. Parce que sinon, le défunt, il va pas forcément descendre ou dire des informations qui sont concrètes. Je vais pouvoir voir où il est, je vais pouvoir voir dans quel plan il est de l'autre côté, par exemple, mais je vais pas forcément avoir une communication. Il va pas forcément venir communiquer et me dire des informations importantes. Quand les défunts descendent, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à dire ou que là, il est sur la personne, entre guillemets, en protection et que voilà, il est vraiment présent. Mais c'est possible. Mais c'est pas...
il faut quand même avoir un membre de la personne et puis voilà, il faut avoir un enterré. On va pas non plus déranger un défunt auquel, voilà, si je n'ai pas besoin d'informations, que j'ai pas besoin d'avoir de contact, je vais pas le déranger pour rien, quoi. C'est ça en fait. Et pourquoi tu dis déranger? Parce qu'ils ils sont plutôt tranquilles pour l'éternité, là, non? Alors, ils sont tranquilles, oui, mais de l'autre côté, ils ont aussi des choses à faire, c'est-à-dire que ça continue, c'est vraiment une vie parallèle où ça continue, ils ont eux-mêmes une sorte de travail aussi à faire, hein. Ils ont à accompagner certains humains qui sont sur Terre, ils travaillent avec aussi ce qu'on appelle des entités. Donc des entités, c'est pas forcément des défunts, des âmes défuntes, c'est des gens c'est des âmes en fait qui n'ont pas été incarnées sur Terre. Et ces entités-là, ça peut être des guides, par exemple. Des guides qui, nous, on ne voit pas forcément, mais tout le monde a un guide. Tout le monde a un guide, tout le monde a quelqu'un qui l'accompagne sur son chemin de vie. Et il faut bien faire la différence entre un défunt et une entité. Et souvent, ils travaillent conjointement. Et puis même eux, de l'autre côté, ils continuent à progresser sur leur âme. Imaginons ta grand-mère, par exemple, maternelle, qui est par exemple décédée, tu vas, par exemple, elle va continuer son chemin de vie. De l'autre côté, elle va travailler sur son chemin de vie, sur sa vie, sur son parcours terrestre qu'elle a eu. Imaginons, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu son père, c'est quelqu'un qui a eu une vie assez compliquée. De l'autre côté, on va lui faire prendre conscience de tout ça. On va la faire travailler sur cette épreuve-là. Et en fonction de comment elle l'a compris et de comment elle a assimilé la chose, ensuite, quelques années plus tard, elle va se réincarner dans une prochaine vie. Elle va revivre la même situation, similairement. Et on va voir si en fonction de comment elle va réagir face à cette situation dans une prochaine vie, on va voir comment un petit peu en fait sa réaction et comme ça à chaque fois en fait, une réincarnation. Et quel est l'intérêt de se réincarner si on ne se souvient pas de notre vie antérieure, par exemple? Alors, l'intérêt de se réincarner, c'est que l'âme, en fait, c'est un peu comme un disque dur. C'est-à-dire qu'elle enregistre un maximum d'informations. Et à chaque réincarnation, on va un petit peu enregistrer des connaissances. Et plus on va enregistrer de connaissances, plus notre âme, elle va être pas performante, mais elle va avoir une notion de connaissance plus forte, en fait, à chaque vie. Chaque vie nous permet d'avoir des connaissances plus fortes et d'évoluer en tant qu'âme après de l'autre côté aussi. C'est-à-dire on peut se réincarner en n'importe quoi ou aujourd'hui je suis une femme et demain être un homme et ça peut. Alors ce côté-là, oui, ça peut, mais ça va être vraiment que des âmes. On me demande souvent si on peut se réincarner en animaux. Non, c'est pas le même style d'âme, c'est pas la même énergie. C'est comme si je prends par exemple un crayon à papier et un stabilo, c'est deux crayons, mais ils ont pas la même énergie. Il y en a un qui marche avec du feutre et puis l'autre qui marche avec un crayon à papier. C'est pas la même chose. Mais oui, effectivement, on peut se réincarner en femme, en homme, voilà, ça c'est... alors moi, je souhaite me réincarner en bombe atomique ou en reine. Non, mais mais alors du coup, ma question est la suivante. Si par exemple, demain, il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, quid des âmes? Si extinction de la race humaine. Alors, si extinction de la race humaine, il y aura toujours pour moi quelque chose qui est où notre âme, elle sera toujours à quelque part, puisqu'en fait, notre âme, elle est jamais vraiment, elle est immortelle pour moi. C'est-à-dire que c'est une énergie, mais elle peut se transformer aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, tu pars dans 10 ans. Oh purée, ça y est, je le sais. Non, mais imagine, tu pars dans 10 ans de l'autre côté, tu vas avoir de l'autre côté ton parcours, ton âme en fait, elle va évoluer, elle va se transformer, c'est-à-dire qu'elle va aller sur un plan, il y a plusieurs plans de l'autre côté, il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs plans de conscience. Et en fonction de sur quel plan de conscience tu vas aller, ton âme, elle va évoluer. C'est un peu comme quelque chose qui se transforme, et je prends souvent cet exemple. Par exemple, une fleur, un coquelicot, on va avoir la graine, ça va germer, la plante va pousser, ça va faire un bourgeon, une fleur, ça va faner, ça va refaire une graine dans la terre, ça va ressortir, ça va repousser. Et comme ça, c'est cyclique en fait. Donc finalement, l'âme, elle ne meurt jamais. Donc même si tu te réincarnes pas forcément dans un corps humain,
ton âme, elle se réincarne pas dans un corps humain, elle ira dans des plans de conscience. Et Et, elle restera et dans des est-ce plans de qu'on est conscience. heureux quand on est dans cette sphère-là ou parce que, en fait, moi, pour être sincère avec toi, la mort me terrifie, autant la mienne que celle des gens que j'aime. Mais je me dis, est-ce que c'est pire? En fait, c'est la matérialisation de la mort, le fait que le monde continue de tourner et que toi, tu sois dans le néant. Enfin, c'est-à-dire que tu n'aies plus conscience de rien. C'est ça qui est terrifiant pour moi. Mais je me dis, parce que je suis enfin, je suis plutôt athée et sceptique quant à tout ça, mais est-ce que c'est pire d'imaginer qu'il n'y a plus rien, comme quand avant je n'existais pas, par exemple, ou est-ce que c'est pire d'imaginer que c'est pour l'éternité où on va errer quelque part je sais pas ce qui m'effraie le plus. En vrai, c'est subjectif à chaque personne, mais c'est vrai que c'est quand même, je pense, plus rassurant de savoir aussi qu'il y a quelque chose de l'autre côté, que la vie ne s'arrête pas et surtout qu'on va retrouver nos proches. C'est ce que j'ai te demander. Est-ce qu'on retrouve les gens qu'on a aimés? Oui, à 99% de chances, on les retrouve. Il y a des fois où, peut-être pas tout de suite, ou à certaines périodes, au moment où on va partir, on va pas les retrouver tout de suite, mais quoi qu'il arrive, on les croisera et on les retrouvera, euh, quoi qu'il arrive, oui. Et alors, sujet un petit peu plus fun, parce que là, on est parti un petit peu dans quelque chose d'un peu triste. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te consulter pour savoir si leur conjoint ou leur conjointe sont fidèles ou pas? J'imagine que ça doit être Oui, fréquent. énormément, énormément, énormément. C'est des choses qu'on voit même beaucoup, beaucoup. Même des fois, sans forcément qu'on en parle, on le perçoit. Après, on tâte un petit peu le terrain pour en parler, voir si la personne est ouverte à en parler ou pas, parce que des fois, il y en a qui sont conscients de ça aussi, qui l'acceptent. D'autres qui le savent pas du tout, mais qui se doutent. D'autres qui ne se doutaient pas du tout. Et des fois, on peut avoir des choses assez probantes. On peut voir des fois que c'est avec la collègue de travail, ou des fois, on peut voir que c'est avec quelqu'un auquel on s'attendait pas du tout. Ça peut être des membres de la famille aussi. Maman! J'ai vu des choses de cet ordre-là qui sont assez loufoques. Mais voilà, oui. Ouais, et alors, autre chose, et après, alors, ce qui est génial, c'est que Quentin est OK pour qu'on puisse faire des mises en situation en direct Mm. live. Mais est-ce que toi, ça t'arrive d'aider, par exemple, je sais pas moi, la police ou des enquêteurs à résoudre des affaires ou des familles qui sont endeuillées ou qui ont des personnes disparues, à les aider? Oui, j'ai déjà aidé des personnes, enfin des proches de personnes disparues. Ça m'est déjà arrivé. Alors, je ne contacte jamais les personnes par moi-même. J'attends vraiment qu'on me contacte en privé. Ou alors, si j'ai un contact avec une personne que j'arrive à avoir, et je vais peut-être envoyer un message pour dire, voilà, si vous voulez, je peux vous apporter de l'aide. Mais je ne suis pas dans le fait d'aller vers la personne. Voilà, faut vraiment que ça vienne de la personne. Parce qu'on voit un petit peu de tout en ce moment sur les réseaux sociaux. Et voilà, je laisse vraiment la personne venir vers moi. Il m'est déjà arrivé, oui, effectivement, de retrouver dans des zones très précises le corps de quelqu'un qui était disparu et qui était malheureusement décédé. J'ai mis d'ailleurs voilà, les retours de la personne sur mes réseaux sociaux. Mais c'est des choses qui, voilà, c'est vraiment si on vient à moi et qu'on me le demande. Et voilà, et alors la police, non, j'ai jamais eu affaire à la police hein, concrètement. Mais par contre, effectivement, des proches de certaines personnes disparues, ouais, j'ai déjà eu des appels comme ça ou des personnes qui m'ont contacté pour ça, quoi. Ah ouais, dingue, c'est génial. Mm, mm. Alors, du coup, si t'es d'accord, on va passer à la première mise en situation. L'idée, Ok, c'est que je te passe la photo de quelqu'un ok, que je connais, qui n'est plus de ce monde. ok. Tu m'as dit que tu avais besoin de son nom, prénom, date de naissance, Ah c'est ouais, ça? c'est ça. Et que tu nous décrives un petit peu le processus et qu'on puisse entrer en contact, si possible, avec Ok, cette personne. Et voilà. Moi, j'ai une question par rapport à cette personne, mais tu me diras si toi, tu as ok, besoin que je dise quoi que ce soit ou... Voilà. ok, ça marche. Alors, voilà. Hop. Et derrière, je t'ai noté son nom, prénom et sa date de naissance. Ok, parfait. Bon, la première des choses déjà que on peut percevoir, c'est que cette personne de l'autre côté, elle est bien accompagnée. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour beaucoup de gens.
Ça, c'est ce qu'on peut voir. Il y a eu beaucoup d'aide de la part de cette personne. On me dit que déjà, alors là, je commence à avoir déjà mon guide qui me donne des informations. On me dit que cette personne, donc elle est très bien montée, il n'y a pas de souci. Et on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné surtout humainement aux gens dans sa vie. Et elle est très très bien accompagnée de l'autre côté. La première des choses qu'elle dit, c'est qu'elle est soulagée de son corps, cette dame-là. Elle est soulagée d'être partie, d'avoir lâché la souffrance, en fait. Elle avait beaucoup de souffrance. Elle a dû partir avec pas mal de douleurs. J'ai pas mal de douleurs dans le corps, au niveau surtout, alors beaucoup au niveau du ventre. Oh, c'est fou. Et, beaucoup au niveau du ventre et au niveau des articulations aussi. Okay. Elle a rejoint un chien aussi, cette dame, un petit chien de couleur claire, un petit peu dans les dorés, qu'elle a dû connaître, qu'elle a dû avoir aussi dans sa vie terrestre. Alors cette dame, elle est très fière de toi, hein. C'est la première des choses qui ressort. Ah bon? Ouais, elle est très fière de toi et de ce que t'es devenu surtout. Voilà, alors là, elle me montre, je me retrouve dans une salle d'hôpital. Je vois cette dame qui est perfusée, je sais pas pourquoi. Je la vois perfusée et c'est comme si cette dame, elle s'est quand même vachement battue hein, contre une maladie ou quelque chose comme ça. Parce elle répète que vraiment, elle est contente de cette sortie, de cette situation-là, de s'être battue, elle en pouvait plus, quoi. Et je pense qu'on a dû aussi l'aider, à mon avis, à partir. Parce qu'elle c'est ça. elle est contente qu'on l'ait aidée à partir. Je pense qu'il y a eu comme un cancer ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Parce qu'elle elle est contente qu'on l'ait aidée à partir. Alors j'ai un prénom qui me vient. Je pense que c'est quelqu'un qu'elle a dû connaître. J'ai le prénom Michel qui ressort sur cette dame-là. Ok. Elle t'a connue petite, cette dame, parce que c'est comme si elle me montre, comme si tu courais dans un espèce de... On dirait comme dans un espèce de jardin ou quelque chose comme ça en face d'une maison, en fait, dans le jardin d'une maison. Elle m'a connue bébé, ouais. Mm. Ok. Y a quelqu'un, elle s'excuse. Alors, c'est comme si elle avait eu beaucoup de peine par rapport à un de ses enfants, elle, cette dame-là. Il y a une notion, alors il y en a une qui, rien à voir avec celui qui est parti, hein, mais on dirait qu'elle a eu un enfant et il y a eu une coupure à un moment donné. Et c'est comme si elle, euh, elle s'excusait un petit peu de cette coupure et elle dit que c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de peine, cette coupure avec cet enfant-là. Elle dit qu'il y a eu, quand elle est partie, elle dit qu'il y a eu beaucoup de non-dits, de choses qu'elle aurait aimé par rapport à cet enfant, voilà, avoir plus d'explications, plus de voilà, s'expliquer sur cette coupure qu'il y a eu auparavant en fait. Et est-ce que moi tu peux lui poser des questions après ou pas? Oui, bien sûr. De l'autre côté, il y a quelqu'un aussi qu'elle a rejoint dont le prénom commence par la lettre J. Bah, ça doit être Joseph ou Giuseppe et c'est mon grand-père. Ouais, un monsieur. Elle dit, elle dit ça a vraiment été un mariage d'amour. Elle est très... c'était quelqu'un aussi qui était très important pour elle. Et là, c'est son père, Joseph. C'est pas son... Ah d'accord, c'est son papa. Mm.
Elle dit merci, hein. Elle remercie beaucoup. Elle est très reconnaissante par rapport à des infirmières de l'avoir laissé partir. Ça ressort beaucoup. Parce qu'elle dit qu'elle en pouvait plus, qu'elle souffrait vraiment, quoi. Elle dit que c'est allé très très vite. Alors elle me donne le chiffre 2, donc je suppose 2 ans, en tout cas où ça a commencé. Parce qu'elle dit que voilà, pendant 2 ans, ça a été un calvaire pour elle, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on peut lui poser une ou deux questions? Oui, 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 vas-y. Elle a un de ses enfants, Alexandre, devait porter un autre prénom initialement. Et est-ce qu'elle se souvient de ce prénom? Il aurait dû s'appeler autrement. Joséphine. Non, Elle me parle de quelque chose qui est plus... alors, il y a quelque chose, on dirait, qui est plus court, en tout cas comme prénom. Et quelque chose qui est, pour moi, qui sonne pas forcément français. En tout cas, moins français que Alexandre. Elle me le donne pas directement. Par contre, pareil, elle me redonne une autre lettre de quelqu'un d'autre avec un P. Donc, Pierrot ou Pierre ou quelque chose comme ça. Je sais pas qui c'était, ça. Quelque chose comme ça. Mais alors là, elle me montre, par rapport au prénom, elle me montre un hologramme, tu sais, un petit peu comme un truc généalogique. Il y a quelqu'un qui avait déjà le prénom qu'il aurait dû avoir dans ta famille? je ne connais pas, moi. En fait, je pose cette question parce que la personne qui m'a demandé de la poser connaît la réponse, mais moi, je ne sais pas. D'accord, parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait un rapport avec une autre personne, tu vois, dans la famille par rapport au prénom qu'il aurait dû avoir. Et c'est comme si ça avait été changé, tu vois, au dernier moment. Hmm. C'est comme si elle avait pas pu choisir le prénom de son fils, hein. Parce elle le dit vraiment, elle dit au dernier moment, c'est comme si au dernier moment elle avait dû changer ou voilà. Il y a une histoire où elle dit ça n'a pas été validé. Alors validé par qui, par quoi, j'en sais rien, mais elle dit ça n'a pas été validé, ça n'a pas été accepté apparemment. Donc il y a dû avoir aussi quelque chose peut-être de d'administratif en lien avec ça, en lien avec le prénom, mais elle dit Et est-ce qu'elle aurait un message à faire passer à quelqu'un de la famille, que ce soit ses frères et sœurs, ses enfants, ses petits-enfants? ouais. Par rapport à un de ses fils, il y a une notion de... Enfin, son fils, il y a une notion de quelque chose qui va bouger au niveau du travail. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait ou qui s'était arrêté et qu'il y a quelque chose qui allait reprendre ou un changement par rapport à ça, elle dit. Qu'il fallait se préparer à ce changement. Elle dit à son fils aussi d'être moins têtu, donc je sais pas pourquoi, mais ça ressent. Elle dit aussi doucement sur la nourriture, donc je sais pas pourquoi. Oh, bah ça, je sais auquel elle parle. Elle dit c'est doucement sur la nourriture. Vincent, si tu nous écoutes. Et elle est prête. Alors, sa maison, elle est restée. Tu sais si elle est restée dans la famille parce que c'est comme si elle était contente que sa maison. Elle dit merci d'avoir gardé ma maison, qu'elle soit restée dans la famille, en fait, tu vois. Ouais, elle est restée. Ouais. C'était important pour elle, ça, que la maison, elle reste, qu'elle soit dans la famille, quoi. Et pareil, elle demande. Alors, elle parle elle me montre un espèce d'anneau en or et elle me demande si la personne le porte toujours, comme s'il y avait quelqu'un qui avait récupéré à elle un anneau en or, une femme pour moi, et elle demande si cette personne l'a toujours. Alors je sais pas si c'est toi ou si... Mais je pense que c'est sa petite fille parce que je crois qu'ils l'ont pas. Ma tante n'a pas été enterrée avec son alliance. D'accord. Et je crois que sa petite fille voulait la récupérer. Oui, il y a une histoire comme ça. Et c'est comme si elle était très fière et qu'elle disait qu'en gros, bah, cette femme-là, cette jeune qui avait cet anneau-là, en or, de mariage, hein, pour moi c'est une bague de mariage, c'est comme si quand elle la mettait, en fait, elle était là et ça la protégeait, quoi, quelque part.
Et mais ça doit être elle les bougies aussi, parce qu'elle remercie pour les bougies, tu vois. Elle le dit encore. Hmm. Elle dit qu'elle est contente, qu'elle est bien là où elle est, mais qu'elle aurait vraiment aimé revenir dans son pays avant de partir. Son Ah pays oui. d'origine. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui était important pour elle. Elle n'entend plus, ça y est. Bah écoute, c'est la première fois que je suis confrontée à ça. J'imagine que ça doit être, ça doit être fatigant pour toi. Alors comment ça se matérialise? C'est quelqu'un qui te parle, c'est ça? C'est comme, ouais, comme je t'expliquais, en fait, c'est un mélange d'images. Là, tu vois, ça a été un mélange d'images, de sons un peu. Et en fait, c'est comme un espèce de rébut. Alors, il y a des fois, on va entendre concrètement la voix très fortement. Et des fois, ça va être un mélange, tu vois, un petit peu de tout comme là, tu vois, un peu d'images, de sons. Et c'est comme un rébut après où il faut refaire la phrase, quoi. Sur les éléments que tu m'as donnés, il y a des choses qui sont totalement vraies et des choses où je fais pas de lien. Dans ce qui est totalement vrai, c'est que ma tante, sur ces 2 dernières années, elle a eu un cancer je crois que c'était du côlon. Enfin, elle avait des douleurs au ventre jusqu'à la fin qui étaient vraiment très difficiles, épouvantables, je pense même. Mhm. Et il y a pas mal de choses, notamment pour sa petite fille, etc. Et peut-être même des non-dits vis-à-vis d'un de ses fils, où vraiment je pense qu'il n'y a pas de problème, enfin que c'est vraiment véridique. Au niveau du côté administratif, elle était assistante de direction quand elle travaillait, donc voilà. Et après, pour côté maternel, le fait d'un certain Michel, d'un chien, tout ça. Ma tante avait peur des animaux, donc je sais pas trop. Peut-être que après, je connais pas l'intégralité de sa vie. Elle a peut-être eu un chien à une période, mais ouais, il y a des choses où, tu vois, je connais pas de Michel, je connais pas de. Mais il y a des choses qui sont vraiment probantes, et même vis-à-vis de son pays, tout ça, du lien qu'elle avait avec sa sœur, ouais. Hein, c'est vraiment, c'est fou, ouais. C'est déroutant. Et alors, de façon succincte, si toi, tu as encore l'énergie ou quoi au caisse, là, ce qu'on avait émis comme idée initialement, c'était de faire une partie sur le fait de pouvoir parler à un défunt et une petite partie sur la voyance. Est-ce que tu t'es encore OK? Et Ouais. est-ce que tu veux qu'on se prête au jeu, peut-être de façon un petit peu plus succincte que pour ma tante, et puis que je fasse office de cobaye? Oui, ok. Comment ça se passe? Tu, tu ressens les choses et tu les dis, et après je peux te poser des questions? Oui, oui, tu peux me poser des... Alors, comme tu veux, ou on Bah, laisse vas-y, venir, ou... je te laisse faire Ok, venir il me dès le faut juste ton début. prénom, ta date de naissance. Ah, Carolina, et je suis née le 7 juin 93. D'accord. Ouais, alors je vais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, du coup, en off. Il y a une notion de déménagement, ça, qui ressortait. Il y a pas mal de travaux, je vois pas mal de travaux, des choses comme ça. Il y a une notion de ralenti. Alors je sais pas s'il y a eu quelque chose qui a pris du retard par rapport à ce déménagement ou par rapport aux travaux. Mais en tout cas, j'ai une notion de retard un petit peu et de ralentissement, surtout par rapport aux travaux. Ça ressort. Ok, tu es pas encore là dans la maison, tu dois y aller. On a des travaux, oui. Ouais, ok. Du coup, c'est pas bon signe. Je suis en retard. Parce qu'il y a une notion, bon, il y aura un petit peu de retard, mais normalement, d'ici fin d'année, c'est bon. Ah, Fin d'année, début l'année prochaine, ça devrait être bon. On me dit février. eh ben parfait, parce qu'il faut qu'on quitte l'appart en avril. Yes. Voilà. Ok. Alors, on me dit par rapport à toi, il y a des petits problèmes, t'as des petits problèmes hormonaux, parce que ça ressort un petit peu, ça, il y a des petits problèmes hormonaux. Alors, on me dit que il se peut que tu aies un petit peu de difficulté pour tomber enceinte à un moment donné, mais que ça arrivera, qu'il faut pas stresser par rapport à ça. Euh, j'ai des enfants, moi, qui arrivent dans pas hyper longtemps, d'ici, d'ici à peu près, hein, oui, enfin, tout est une notion de pas longtemps, mais 3-4 ans, on me dit. Ouais, bah très bien. Pas plus tôt. Mhm. Ah ouais, ok, Ouais, ok. je vois une petite fille, Oh, ça ressort. ça serait chouette.
Ok. Il y a un voyage aussi à l'étranger, là, sur la fin de l'année qui ressort. Alors, je vois un petit peu... Alors, étranger ou la mer, parce que je vois la mer, on monte la mer. Donc, je te vois avec des lunettes de soleil carrées, noires, à la mer. Donc, il y a une notion à partir de, on me dit août, autour de juillet, fin juillet, début août, quelque chose comme ça. Hmm. T'es amené aussi, on me dit, à travailler à l'étranger. Ça ressort. Il y aura des déplacements pas mal à l'étranger aussi pour le travail plus tard. On est dans 7 ans à peu près, quelque chose comme ça. Ok. Il y a des états un petit peu de déprime sur ta maman, parce que ça ressort un petit peu. C'est comme s'il y avait, on me dit de... Alors, pas de surveiller, mais comme s'il y avait des états un petit peu de déprime, en tout cas de mal-être un petit peu au niveau... on parle de la tête en fait, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose au niveau de la tête un petit peu. Des choses qui tracassent ou qui angoissent un petit peu. Il y a un mariage aussi, on me dit début l'année prochaine. Il y a une invitation pour un mariage, ça ressort. Ah, ce sera pas le mien, merde. Ah. Pas tout de suite en tout cas. Bon, ça c'est un petit peu plus futile, mais tu vas changer de couleur de cheveux. Ça ressort. Ah, Je vois les cheveux qui sont un peu plus clairs par la suite. je te vois avec des rides aussi. Beaucoup, beaucoup de rides. Non. Est-ce que je peux te poser des questions ou Oui, pas si tu veux, ouais. Est-ce que, par exemple, le fait de devenir maman, c'est quelque chose qui me rendra heureuse ou pas? Oui. Ça, tu peux le... Oui, par contre, la petite fille que tu vas avoir, va falloir que tu la tiennes bien parce que je la vois courir un peu partout. Ah ouais, génial. Ça ressort. Mais oui, pleinement. Mais t'en auras 2. Ah bon? Ouais, j'en vois 2. Parce que j'ai mon compagnon qui a déjà un enfant. Mais Ouais. toi, tu vois que c'est moi qui en aurai 2? Ouais, alors, je vois une petite fille. Lui, il a un petit garçon, Mm. c'est ça? Et je vois une petite fille et un petit garçon, là. Et après, j'en vois un autre petit garçon. Et est-ce que, par exemple, je vais m'éclater dans mon taf? Est-ce que je vais être... euh, ouais, est-ce que tu... Enfin, question vraiment à la con, mais tu crois que... Enfin, est-ce que je ferai quelque chose que j'aime, en tout cas? Euh, oui, mais ça va se stabiliser, on dirait vraiment à partir de fin 2027. C'est comme si dans ton travail, pour l'instant, je te vois aller un peu partout. C'est comme si je te voyais te déplacer un petit peu partout et que ça se concrétise vraiment. Il y a quelque chose de stable où tu vas rester dans une entreprise vraiment stable, plus à la fin de l'année 2027. Mm. Quelque chose où ça va être beaucoup plus stable en tout cas. Mais oui, et ça reste dans la communication, dans ce que tu fais déjà, tout ce qui est en lien avec la communication. Il y aura une partie un petit peu plus journalistique. Et il y aura aussi tout ce qui est écran, le télévisuel, quoi, l'écran, quoi. Ça ressort aussi. Et niveau sentimental, qu'est-ce que tu ressens? Alors, niveau sentimental... Tu vas te séparer. Non, pour l'instant, j'ai une stabilité. Par contre, c'est vrai que des fois, là, avec la personne avec qui t'es, des fois, il a tendance à garder beaucoup les choses pour soi. Mm. Et toi, on voit que des fois, tu essayes de lui tirer un peu les verres du nez. Et en fait, il y a ce besoin des fois qui est très important que tu lui demandes à chaque fois si ça va, si tu vois, il y a ce besoin pour que votre couple ait un bon équilibre, que tu lui sortes un petit peu, que tu lui tires comme tu fais les verres du nez un petit peu. Voilà, parce que sinon, c'est pas forcément quelqu'un qui va te dire les choses ou qui va se confier ou il va ruminer, mais tu vas pas savoir pourquoi, quoi. Donc, mais en tout cas, non, au niveau du couple, il y a l'air d'avoir une bonne stabilité. Ça me... J'ai pas de séparation. Un mariage, peut-être? Alors, un mariage, oui, mais pas tout de suite, tout de suite. On me dit plus dans... Alors, avec le temps, c'est toujours... voilà, mais 4-5 ans. Oh, l'enfoiré, ok. Ok, je prends note. Mais oui, et alors, d'ailleurs, où tu feras, je pense, ton mariage, il y a une notion de... comme un domaine un peu avec des pierres. On dirait comme un château ou quelque chose comme ça.
C'est totalement mon genre, donc Ouais. oui, c'est fort probable. Et dernière chose, est-ce que niveau, je sais pas moi, santé, que ce soit la mienne ou celle de mon compagnon ou de quelqu'un de ma famille, est-ce qu'il y a des choses à surveiller ou des choses comme ça? Ok. Alors, toi, ton niveau, c'est tout ce qui est hormonal et le bas. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, voilà, des rendez-vous souvent suivis chez le gynéco. Et ton compagnon, c'est quoi son prénom? Simon. Simon, il y a des problèmes au niveau des jambes sur lui qui ressortent. Des douleurs au niveau des jambes, des tendons. Ça ressort pas mal. C'est pas... Mais sinon, au niveau de la santé, ça va. Et la tête. Les maux de tête forts quand même aussi. La tête et ouais, surveiller tout ce qui peut être les yeux. Ophtalmique. Ouais, les yeux. Comme si il y avait besoin de lunettes ou quelque chose comme ça qui lui provoquait des mal de tête comme de l'astigmatie ou quelque chose comme ça, quoi. Mais sinon, à part ça, non, au niveau de ta santé, ça va. La tienne non plus, c'est pas une catastrophe non plus. Ça va. Après, si, il faut que tu fasses aussi attention à la tension, toi, et à tout ce qui pourrait être des carences au niveau un petit peu de fer, on dirait. Ah, exact. Ouais, c'est fou. Ouais, j'ai Ah, exactement ça. J'ai une anémie légère, ouais. Mm. Carence en fer. Mais sinon, rien de bien compliqué au niveau de la santé, quoi. Bah, merci beaucoup. Hein. Voilà. Bon, ça va, il a été gentil. Il m'a pas dit que j'allais mourir demain, Non. même si c'est peut-être le cas. Non. Mais comme je suis censée avoir un enfant dans 3-4 ans, j'ai Oui, quand même 3-4 voilà. ans devant moi. Si tu avais une seule chose à dire aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui ont perdu un proche, ou voilà, quel serait ton message? Mon message, ça serait que on les retrouve de l'autre côté, qu'ils sont là, ils sont tout le temps parmi nous. Et en fait, il suffit juste de leur demander, il faut pas avoir peur, on les dérange pas quand on leur demande des signes, qu'il faut pas hésiter à demander des signes, à leur demander. Des fois, ça fait du bien et même eux, des fois, ils sont souvent contents de les donner, ces signes-là. Donc, il faut pas hésiter à le demander. Voilà, qu'ils sont pas non plus dans les cimetières. Donc, c'est pas la peine vous pouvez, enfin, si vous en sentez le besoin, aller sur la tombe ou voilà, mais qui sont pas dans les cimetières. Donc, même si vous pensez à eux chez vous, que voilà, c'est la même chose pour eux et que voilà, il faut quand même vivre sa vie et la vivre le jour, que les erreurs tout le monde en fait et que de ce qu'ils m'ont dit de l'autre côté, on est là pour expérimenter. Donc, peu importe. On fait de son mieux, mais peu importe voilà, s'il y a des erreurs ou quoi, il faut continuer à avancer et pas se soucier non plus de l'avenir et faire de son mieux, quoi. Bah, en tout cas, Quentin, j'ai été vraiment ravie d'enregistrer ce podcast avec toi. Moi C'est aussi. hyper intéressant, qu'on soit sceptique ou non, parce que je te cache pas que moi, de base, je le suis. J'ai hâte que les mois passent pour pouvoir confirmer si ces choses, ces prémonitions s'avèrent exactes ou non. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire appel à toi? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai TikTok, donc Antoine Ange Medium, Antoine Ange tout court. Alors attention parce qu'il y a pas mal de faux comptes, hein. Moi, mon compte, il est à 24 000, quelque chose comme ça, abonnés. Instagram, Antoine-Ange-Medium. Facebook, Antoine Ange Medium Guérisseur. Et voilà, et on peut m'écrire directement là-dessus en privé, ou alors on peut prendre rendez-vous aussi via mon lien Calendly qui se trouve dans ma biographie Instagram. Bon, bah génial. Et puis, de toute façon, moi, je ne manquerai pas de le mettre aussi dans la barre d'infos, que ce soit sur Super. nos réseaux, etc. Bah, à bientôt. Merci beaucoup.